Bonsoir à tous et à tous, toutes ceux qui sont en présentiel et puis, selon la formule consacrée maintenant, ceux qui sont en ligne. Bienvenue pour cette controverse qui est consacrée au Soudan et malheureusement à la guerre au Soudan et malheureusement à une guerre qui est évidemment oubliée comme l'est la guerre au Yémen quelque part. Et au fond, c'est un peu la mission de l'IREMO de parler de questions qui sont souvent oubliées. Alors sur le Soudan, il y aurait beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs elles vont être dites. Moi j'ai une particularité, c'est que je ne connais pas le Soudan. Je suis allé une fois, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Alice Franck, qui était chercheur là-bas, et qui m'a présenté un certain nombre de choses au Soudan. Et c'est une époque qui était juste avant la Révolution. Il s'est passé beaucoup de choses, finalement, depuis mon départ du Soudan. Oui. Il y a eu donc une révolte, comme il y en a eu dans beaucoup d'autres pays. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et puis, cette révolte, comme les autres révoltes à travers le monde arabe, a suscité évidemment des espérances. Et j'allais dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, un peu hors antenne, malheureusement, ça s'est déroulé un peu comme ailleurs, c'est-à-dire ce moment d'espérance a laissé la place à un moment de doute, et puis ensuite, ça a été une régression. Et il y a une espèce de scénario, il faudrait qu'un jour à l'IREMO, on organise une comparaison des destins de ces différents pays, parce qu'au fond, il y a vraiment beaucoup de comparaisons à faire, des séquences, justement dans cette séquence d'espérance, les contradictions qui traversent ces mouvements et qui sont tout à fait considérables. Et puis dès qu'on touche à un moment de ces révolutions, de ces révoltes, comme on voudra, à la question du pouvoir, quand on est au point d'incandescence du rapport au pouvoir, les choses tournent mal finalement. Ça tourne à la répression, comme en Égypte, ça tourne à la guerre contre les civils en Syrie, ça tourne malheureusement à la guerre civile, cette fois-ci au Soudan. Enfin bref, on pourrait malheureusement égrener des comparaisons de ce type avec à chaque fois un résultat qui est très, très triste et très malheureux, en tout cas pour les jeunes générations qui se retrouvent à nouveau face à des échecs. Le seul pays où, on en parlait aussi tout à l'heure, où on a eu le sentiment qu'il y avait une possibilité d'ouvrir sur d'autres choses, sur un autre destin, c'était la Tunisie. Il y a eu des moments très forts, notamment un moment constitutionnel très fort, avec une fabrication d'une constitution par la société civile. Et on a cru que ça pourrait marcher. Et finalement, la démocratie a en quelque sorte implosé de l'intérieur, quoi. Avec aujourd'hui un pouvoir autoritaire qui en plus est relativement populaire, c'est ça le drame. Bref, tout ça pour dire que malheureusement le scénario d'aujourd'hui n'est pas un scénario très, très original, mais c'est une raison pour aller plus en profondeur. C'est bien ça l'objet de cette réunion de ce soir. Alors donc je fais une présentation rapide. Donc Alice Franck, qui était donc chercheur à... C'était l'IFPO, c'était... Le CEDEJ. C'était le CEDEJ, pardon. Le CEDEJ de Khartoum. On s'est vu il y a déjà quelques mois, mais en réalité, elle m'a corrigé, c'était il y a quelques années, mais le temps passe vite. Et aujourd'hui, elle est maîtresse de conférence à 2 pas d'ici, à Paris 1, la Sorbonne. À côté de moi, il y a Clément Dehaye, qui est anthropologue et chercheur à l'IRD. Et puis nous aurons alors en ligne, elle s'appelle Aroub Al-Faki et qui est assistante au département d'anthropologie de l'université de Khartoum, mais aussi chercheur associé à... Doctorante en anthropologie à Paris 8. À Paris 8, voilà. Et puis Nadia Enesco qui est là et qui est notre, comment dirais-je, la remarquable activiste qui travaille sur tout ce qui est formation et qui en plus prend le temps d'animer de temps en temps des controverses ou des débats et en plus va nous traduire ce que va nous dire Aroub Al-Faki tout à l'heure en ligne. Donc merci à Nadia. Donc merci à vous tous. Donc sans plus tarder, sinon je vais encore dire plein de choses sur ces comparaisons qui me travaillent. Je laisse la parole à Alice qui va faire une brève introduction et après on passera la parole à Clément puis ensuite à Aroub. Alice. Alors, d'abord, merci de nous accueillir. Nous, on est très contents, à la fois très contents de venir vous parler du Soudan parce que finalement, on est assez peu sollicité, hein,
sur les questions soudanaises qui semblent ne pas faire l'actualité. Donc voilà, c'est pas un plaisir de venir vous parler de la guerre. On aurait préféré venir vous parler de la démocratisation au Soudan. Mais en tout cas, on est content d'être là ce soir pour faire entendre un peu ce qui se passe au Soudan. Et en fait, depuis le 15 avril, donc ça va bientôt faire quasiment un an, hein, le 15 avril 2023, finalement, le conflit au Soudan est engagé et c'est un conflit de grande ampleur. C'est-à-dire que c'est un conflit à l'arme lourde avec des conséquences dramatiques entre deux forces sur lesquelles Clément va revenir, hein, mais entre deux forces armées, l'armée régulière et une force milicienne qui s'appelle les RSF, les Rapid Support Forces, qui étaient très peu de temps avant alliés, après avoir monté un coup d'État ensemble et qui là se retrouvent opposés. Donc c'est un conflit dont on parle peu et c'est un conflit, c'est la première crise humanitaire à l'échelle mondiale aujourd'hui, hein. Il y a plus de 8 millions de personnes, 7 millions 7. Donc je vais avoir tendance à un petit peu augmenter les chiffres, hein, qui sont, voilà, parce qu'on n'en parle pas, mais voilà, c'est 7 millions 7 à ce jour de personnes déplacées, donc c'est considérable. Donc, en venant ici, je voulais juste vous donner quelques chiffres pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors, bon, je les ai marqués sur le PowerPoint si vous voulez le montrer, mais j'ai regardé dans Le Monde, en fait, combien il y avait eu d'articles publiés sur le Soudan qui parlent de près ou de loin du conflit depuis un an. Alors, il y a eu 19 articles publiés sur le Soudan. Dans Le Monde, il y a eu 19 articles depuis un an et finalement, dont 17 en fait, ont eu lieu dans les 3 premiers mois du démarrage du conflit, ce qui veut dire qu'en gros, 15 avril, en juin, il n'y a plus eu d'articles sur le Soudan, alors qu'on peut... Je pensais qu'effectivement, qu'il y allait avoir on va dire une relation de cause à effet avec le conflit à Gaza, mais même pas. En fait, le Soudan avait déjà disparu des écrans bien avant. Hein. À partir du mois de juillet, il n'y a plus eu d'articles, si ce n'est 2 articles qui parlent un peu plutôt plus loin de la guerre au Soudan à partir de septembre, en septembre. Et puis ensuite, plus rien. Plus rien, alors que le conflit augmente et on va revenir sur cette dynamique-là. Donc, juste pour vous faire un peu un plan de ce que va être notre présentation ce soir et de la manière dont nous nous sommes répartis les sujets, on va essayer de vous présenter d'une part comment on est passé, donc ce qui intéresse Jean-Paul sur ce passage de raccorder ce conflit à la Révolution, à l'épisode révolutionnaire qui a eu lieu fin décembre 2018. Donc comment on est passé finalement de la Révolution à la guerre. On va ensuite aborder les questions de dynamique de la guerre et les conséquences humanitaires. Et puis, on a la chance ce soir aussi d'avoir Haroub El-Feki, donc d'entendre une Soudanaise qui va plutôt se concentrer sur en fait, comment les gens vivent la guerre au quotidien et nous permettre d'envisager aussi ces dynamiques-là, de vivre dans un pays en guerre au quotidien, mais aussi les solidarités que ça va permettre de dégager. Alors, bonsoir, j'ai la charge un peu difficile de résumer en pas beaucoup de minutes des événements assez denses qui se sont déroulés entre 2018 et 2023. Donc je vais essayer d'être concis, je vais forcément oublier des choses, il y a des choix que je fais dans la présentation. N'hésitez pas à revenir après dans les questions si vous avez besoin de plus de détails et d'essayer un petit peu de comprendre donc, ce glissement de comment on passe d'un mouvement populaire assez euphorique qui réussit à abattre en partie un régime à une guerre qui se généralise de plus en plus. Alors, peut-être quelques mots avant de commencer sur la Révolution, sur ce qui précède la Révolution, parce qu'en fait, avec la Révolution, le régime antérieur n'a pas disparu complètement, et donc il faut quand même en dire quelques mots. Donc, je vais pas en dire beaucoup, mais juste que de 89 à 2019,
le régime qui était au pouvoir au Soudan est un régime qu'on a qualifié de militaro-islamiste, puisque c'était un régime qui avait vocation en 89 à amener une transformation radicale de la société avec un projet à la fois d'islamisation de la société, mais aussi un projet de modernisation de la société, et qui s'est allié ou appuyé sur l'armée durant ces 30 années. Alors, le régime a beaucoup évolué pendant les 30 années, je ne vais pas revenir sur les différentes évolutions du régime, juste pour vous dire qu'à la fin, au moment des années 2010-2020, le régime avait été affaibli par la séparation du Sud-Soudan, connaissait une crise économique le pays connaissait une crise économique assez forte, et la coalition autoritaire, c'est-à-dire la coalition dirigeante du pays, avait un petit peu évolué, mais était globalement entre les mains d'abord du NCP, donc du National Congress Party, qui était le parti au pouvoir, un peu le parti État, qui irriguait les différentes institutions de l'État, les forces armées soudanaises, les SAF, les forces de sécurité, les services de sécurité, donc la NIS, et enfin, le dernier arrivé un petit peu, qui était les Rapid Support Forces à la fin du régime à partir de 2017. Dernier point de contextualisation qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle, y compris de la révolution, parce que ça nous permet de comprendre le glissement de la révolution vers la guerre. Le Soudan est un pays qui a connu énormément de guerres civiles et qui, au moment de la révolution, a un certain nombre de conflits civils qui ne sont pas résolus, donc au Darfour, donc toute la région à l'ouest, mais également au Nil Bleu et au sud Kordofan. Donc il y a toujours des conflits, il y a des groupes armés rebelles, il y a une histoire très récente de ces conflits et de déplacement de population. Donc c'est des éléments qu'il faut avoir en tête, je ne vais pas entrer plus dans le détail. Et lorsque la révolution éclot fin 2018, début 2019, c'est un mouvement populaire qui va être très fort. Alors on a eu tendance à le réduire à un mouvement sur le pain, sur des questions matérielles. Ça a dépassé quand même largement ça. C'était aussi des questions d'ordre moral, de dignité, de justice, d'égalité qui étaient en jeu, même si les questions matérielles ne doivent pas être évacuées trop rapidement. Alors cette carte, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir que la mobilisation, elle n'a pas été seulement concentrée à Khartoum, on ne voit pas actuellement, mais au moins comme ça on peut prêter attention aux périphéries, ce qui n'est pas toujours le cas au Soudan. Et on voit que les mobilisations, elles ont lieu aussi au Darfour, elles ont lieu dans des petites villes, dans des zones rurales, dans des zones urbaines, et que cette mobilisation, elle a été très puissante assez rapidement, et elle s'est constituée, elle s'est organisée très rapidement autour de 3 types d'organisations, c'est pour être assez schématique. D'abord, en partant de bas en haut, les comités de résistance, qui ont été des comités d'organisation de la révolution à l'échelle des quartiers, à l'échelle vraiment locale, donc des comités qui organisaient la confrontation avec la police, les manifestations et les grèves localement. Ensuite, la SPA, donc le Sudan Professional Association, qui lançait les mots d'ordre de grève, qui lançait les appels à manifester, et qui a été un petit peu la tête de pont de la révolution à ce moment-là. Et enfin, le troisième acteur qui est assez central, c'est les forces de la liberté et du changement, et donc qui est une plateforme politique qui s'est constituée très rapidement dès début janvier 2019, moins de 2 semaines après les débuts des manifestations, pour porter la négociation politique et pour porter les aspirations révolutionnaires. Et ces FFC, en fait, s'est constitué de l'ensemble des partis d'opposition, d'une partie des groupes armés rebelles soudanais, et des syndicats des professionnels, donc le SPA dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est pas une révolution sans révolutionnaires professionnels, c'est une révolution qui a été quand même encadrée par un certain nombre d'organisations qui se sont auto-créées pendant la révolution ou qui lui préexistaient. C'est quelque chose qui est assez important et qui va permettre d'encadrer le mouvement assez rapidement et qui va lui donner aussi beaucoup de puissance. Donc juste après, de manière un petit peu schématique, on peut distinguer globalement 5 séquences dans la révolution soudanaise, entre la révolution soudanaise et la guerre. C'est de manière schématique, évidemment, c'est à nuancer et à complexifier. Néanmoins, vous avez une première séquence qui va s'ouvrir donc avec la Révolution, dont j'ai un petit peu parlé, qui est une période de confrontation, de manifestation, de grève, de prise de la rue, de reprise de la rue par la population, et qui va s'étaler de décembre 2018 à avril 2019. Et en avril 2019, cette séquence se clôt par la chute d'Omar el-Béchir et par l'installation
d'un sitting devant le QG de l'armée. Donc la chute de Béchir, ce n'est pas les révolutionnaires qui prennent le palais présidentiel, hein, c'est un coup d'État interne à l'intérieur du régime, et c'est quelque chose d'important à souligner, c'est-à-dire que c'est une reconfiguration du régime à ce moment-là, où les acteurs armés et les acteurs sécuritaires du régime, donc l'armée, les Rapid Support Forces et les services de sécurité, écartent Omar el-Béchir et liquident le NCP, le National Congress Party. Et la deuxième séquence qui s'ouvre à partir de ce moment-là, c'est une tentative par des segments de l'ancien régime d'essayer de sauver les meubles, d'essayer de garder le pouvoir en essayant de contrôler les aspirations révolutionnaires, en réprimant ces aspirations, puisque ça va quand même y avoir le massacre en juin du sitting à Khartoum, qui va faire plus de 200 morts. Donc on a quand même cette idée de répression et de contrôle des aspirations, mais il y a également une résistance populaire encore très vivace, un rapport de force qui va être installé par les forces civiles, qui est toujours extrêmement puissant, et qui va plutôt tourner à leur faveur, et qui va forcer l'armée et les RSF à la négociation. Et donc, cette deuxième séquence, elle amène la signature du document constitutionnel, donc la signature du document constitutionnel en août 2019. Et le document constitutionnel prévoit l'installation d'un gouvernement de transition, et donc va ouvrir une période de transition. Alors cette période de transition, ce n'est pas une prise de pouvoir non plus complète des révolutionnaires, puisqu'en fait, elle va organiser la cohabitation entre les forces armées et les forces civiles issues de la révolution à l'intérieur de l'État soudanais. Cette cohabitation entre ces deux forces, une ayant la légitimité de la révolution et de l'opposition, et l'autre la légitimité, disons, des armes, voilà, va se passer de manière assez difficile, hein, comme on peut l'imaginer, l'armée essayant de résister au maximum aux réformes voulues et prévues par les civils, et les civils étant un peu frustrés entre la pression de la rue et les contraintes mises par l'armée dans cette cohabitation. Donc il y a vraiment cette tension qui va durer. Elle va durer et elle va être particulièrement forte sur la question de la prise de contrôle des intérêts économiques de l'armée par les civils. Alors les intérêts économiques, mais aussi la prise de contrôle des télécommunications par les civils. C'est deux enjeux qui vont être particulièrement conflictuels entre les deux. Et cette période, elle est également marquée par quelque chose d'autre qui est très important et qui va poser énormément de problèmes pour la transition, c'est la signature des accords de paix de Djouba. La signature des accords de paix de Djouba, c'est la signature entre le gouvernement de transition et un certain nombre de groupes rebelles, pas tous les groupes rebelles, mais certains groupes rebelles du Darfour et du Nil bleu. Et c'est un accord de séparation du pouvoir, hein. C'est un deal de séparation de pouvoir où les groupes rebelles entrent dans la transition et entrent dans l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus une cohabitation avec deux types d'acteurs, mais on a une cohabitation avec trois types d'acteurs, une nouvelle légitimité qui va être actée par ces accords, qui est la légitimité de la rébellion par les armes au sein de l'État soudanais. Et donc, ça va reconfigurer les équilibres et les rapports de force à l'intérieur de l'État soudanais, et du gouvernement et de l'autre institution qui est le Conseil de souveraineté, qui est l'exécutif de l'État soudanais de la transition. Et cela va donner des choses assez complexes, c'est-à-dire qu'une partie des acteurs armés vont s'allier avec les militaires, d'autres vont s'allier avec les civils. Certains civils, frustrés de leur position dans le gouvernement, vont, eux, s'allier avec des acteurs armés issus du Darfour. Bon, voilà, il y a des recompositions, il y a un jeu politique assez complexe à ce moment-là qui se met en place, qui aussi est le produit des histoires de marginalisation des périphéries du Darfour, hein, puisque les acteurs frustrés sont essentiellement issus du Darfour, de l'est du pays ou du sud du pays, et demandent une plus grande part dans la transition, une plus grande part de pouvoir, une meilleure représentation. Et donc cette transition, elle va se clore, malheureusement, avec le coup d'État d'octobre 2021, où l'armée et les RSF, soutenus par quelques groupes armés du Darfour, vont prendre le pouvoir, vont réprimer les acteurs civils de la transition et vont tenter de
mettre en place une sorte de restauration autoritaire. Bon, les restaurations autoritaires ne sont jamais des retours à l'ordre ancien, hein. C'est la mise en place d'un nouvel ordre, mais en tout cas de reprendre la main à ce moment-là. Cette reprise en main, elle va être contestée extrêmement fortement dans la rue par les Soudanais, et pas seulement à Khartoum, aussi dans différentes régions, notamment au Darfour, mais aussi dans l'est du pays. Donc Khartoum va se couvrir de barricades à ce moment-là, il y a des grèves générales, et donc il y a une conflictualité sociale qui renaît à partir de ce moment-là, et les RSF et l'armée vont avoir de grandes difficultés à réimposer réellement leur pouvoir. Donc c'est une période qui est très conflictuelle. Il y a de nouveau des négociations entre l'armée et les civils, parce qu'en fait l'armée est un petit peu bloquée, elle a du mal à reprendre complètement la main. Donc voilà, c'est une période conflictuelle à ce niveau-là, mais c'est aussi une période où la conflictualité va aussi se déplacer à l'intérieur entre les différents acteurs de l'ancien régime. C'est-à-dire qu'il y a une montée de la tension qui va se faire entre l'armée et les RSF à partir du coup d'État, puisque l'armée, après le coup d'État, aurait bien voulu intégrer les RSF à l'intérieur de l'armée, voit la puissance économique et un certain nombre de choses que font les RSF comme un danger pour eux, leur survie et leur perpétuation. Donc je vais revenir sur ça un petit peu plus en détail ensuite. Mais voilà, ces deux choses sont assez importantes dans cette quatrième séquence, hein, après la Révolution et jusqu'à la guerre. C'est la montée des tensions entre les acteurs armés et le maintien d'une conflictualité dans la rue qui est assez importante. Si on peut retenir juste quelque chose de cette période, c'est que l'armée et les acteurs armés issus de l'Ancien Régime ont essayé de résister durant toute la transition, ont essayé d'empêcher toutes les avancées possibles par divers moyens. Hein, ça a été des résistances administratives à un certain moment, ça a été des résistances via les organes judiciaires à un autre, ça a été l'enfermement et la répression à d'autres, mais ils ont utilisé toute une palette de résistances pour essayer de cadrer, d'empêcher les mouvements révolutionnaires et de transformation. Deuxièmement, il y a une question qui est aussi importante, c'est que les accords de partage de pouvoir ont aussi fait énormément de mal à la transition, en légitimant l'armée et d'autres acteurs comme des acteurs pouvant participer à une transition, ayant une légitimité à participer à la transition, mais également parce que les acteurs de partage de pouvoir, les accords entraînent en général des fragmentations à l'intérieur des autres forces. Donc les forces civiles, parce qu'il y a des répartitions de postes, des répartitions de ressources, etc., les forces civiles et les groupes armés darfouris ont eu tendance à se diviser, à se fractionner, à entrer en compétition, et ça a de fait affaibli leur position vis-à-vis d'acteurs issus de l'Ancien Régime, mieux organisés et plus cohérents. Je vais peut-être passer à la deuxième partie, qui sont les dynamiques de la guerre, qu'on s'est séparé avec Alice. Du coup, je vais commencer et Alice va poursuivre, parce que je pense que donc, au 15 avril, donc, qui est l'ouverture de la 5e séquence dont je parlais, le 15 avril, c'est l'ouverture de la guerre. Mais pour parler de la guerre entre les RSF et l'armée, il faut donner un petit peu d'explication sur qui sont ces acteurs, parce qu'ils ne sortent pas de nulle part, et le contexte et l'histoire des guerres civiles soudanaises expliquent énormément des dynamiques de la guerre actuelle. Donc, d'abord, je vais parler un peu des RSF, des Rapid Support Forces, donc qui sont la force milicienne, paramilitaire, force régulière. Bon, les mots ne sont pas forcément hyper importants à ce moment-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que les RSF s'inscrivent dans une histoire assez longue qui commence dans les années 80 d'externalisation de la violence par l'État soudanais. Donc ça s'intègre dans une volonté de gérer les périphéries et les révoltes dans les périphéries par une externalisation de la violence, par utiliser des groupes, donc de mobiliser des segments de la société de ces périphéries-là pour mener les contre-insurrections dans les régions périphériques. Et donc il y a une sorte de division du travail militaire entre ces groupes miliciens ou paramilitaires plus ou moins institués au fur et à mesure, hein, dans les années 80, 90, 2000, 2010,
qui vont s'occuper des violences, des nettoyages ethniques éventuellement, de la répression des civils et des combats d'infanterie, et l'armée qui, elle, va s'occuper d'une autre forme de répression, plutôt dans les villes, qui va bombarder, qui va utiliser l'aviation pour bombarder. C'est des choses qu'on retrouve actuellement un petit peu dans le conflit et dont Alice reparlera un peu après. Et donc cette histoire de la création des RSF, donc qui sont créés en 2013, elle s'inscrit complètement dans cette histoire d'externalisation de la violence et de la gestion prédatrice de l'État soudanais des périphéries. Prédatrice parce que, en fait, l'État soudanais extrait également des ressources de ces périphéries et en délègue une gestion plus ou moins violente à des ordres miliciens. Donc on est sur cette dynamique-là dans la guerre du Darfour, puisque les RSF naissent et sont les enfants des Janjaweed du Darfour, du conflit darfouri, qui sont agrégés en 2013 au sein d'une force qui est nommée les Rapid Support Forces. Cette force est sous le contrôle, à cette époque-là, des services de sécurité. Donc elle est placée sous le commandement de Hemeti, du général Hemeti, mais sous le contrôle des forces de sécurité. Et cette force, contrairement à celles qui l'ont précédée, elle va réussir deux choses. Elle va réussir à s'autonomiser et à s'institutionnaliser. Alors elle va réussir à s'autonomiser et s'institutionnaliser pour plusieurs raisons. D'abord, grâce à le commandement politique de Hemeti est assez important, mais ils vont bénéficier d'une forme d'extraversion, puisqu'ils vont être utilisés dans la guerre au Yémen, ils vont être utilisés pour le contrôle des frontières par notamment les accords de Khartoum qui sont sous l'égide de l'Union européenne, hein, donc c'est pas le moindre des paradoxes. Et donc on a cette force qui va bénéficier de cet argent, de cette légitimité internationale, et également il va bénéficier de la concurrence interne dans l'État soudanais. Et Omar el-Béchir va prendre cette force, la retirer du Nice et la placer directement sous son contrôle, va lui donner un cadre légal. Il y a une loi RSF en 2017 qui dote cette force d'un budget, d'un cadre bureaucratique, d'un certain nombre de missions. Et donc voilà, cette force va réussir à s'institutionnaliser, s'autonomiser. Il faut bien comprendre que c'est aussi lié à la famille du dirigeant Hemeti qui dirige cette force. Et le dernier point important sur cette force, c'est que c'est aussi lié à des entreprises économiques et à un développement économique. Donc on a vraiment une force qui est à la fois sur du politique, du militaire et de l'économique. Pour aller un peu plus vite sur les forces armées soudanaises, puisque l'heure tourne, les forces armées soudanaises, au moment de la révolution, au moment de la guerre, c'est peut-être quand même dire que l'essentiel du temps, depuis l'indépendance du Soudan, l'armée a dirigé le pays et qu'il y a une prétention historique des militaires à diriger le pays, en tout cas être partie prenante de la direction du pays. Je crois que c'est 55 ans sur 67 où l'armée a dirigé le pays. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour commencer. Deuxièmement, l'armée, contrairement au RSF, a plutôt été une armée qui a eu tendance à se privatiser un peu, dans le sens où, à partir des années 90, elle a développé énormément d'intérêts économiques dans plein de secteurs, hein, complexe militaro-industriel, pharmaceutique, construction de voitures, agroalimentaire, un petit peu tous les secteurs économiques présents au Soudan. Et c'est une force qui, depuis les années 90, est organiquement liée au NCP, puisqu'il y a d'énormes purges à partir des années 90 pour expulser de l'armée tous les officiers qui ne seraient pas fidèles au mouvement islamique soudanais et qui sont remplacés par des officiers fidèles. Et l'école militaire de Khartoum, l'école des officiers militaires de Khartoum, n'était ouverte qu'aux membres du NCP ou des gens sponsorisés par des cadres du NCP. Donc, ce qui fait que l'armée, au moment de la Révolution, est une armée qui est plutôt fidèle au NCP ou qui a des liens très importants avec l'ancien régime. Donc, je vais peut-être m'arrêter là sur les forces armées. Je passe la parole à Alice. Oui, en écoutant Clément, et essayer de vous faire comprendre, parce que ce conflit il a beaucoup été présenté en fait un conflit entre deux généraux, une force paramilitaire et une force militaire qui s'affrontent.
Et en repensant à ce que Jean-Paul disait sur les scénarios qui sont un peu... je suis d'accord sur le scénario est un peu le même dans les pays qui ont connu ces illusions. Mais au Soudan, en fait, c'est un pays qui a toujours été en guerre, en fait. Et ça change. Depuis 1956, il y a toujours eu des conflits, et les conflits ont trait aux périphéries, notamment à ce rapport très déséquilibré de l'État avec ses provinces les plus marginales. Et ça change beaucoup de choses. Et donc, pour revenir sur les deux généraux, en fait, vous voyez bien qu'il y a cette ambivalence, c'est-à-dire, d'une part, en fait, les forces RSF émanent de l'armée. Ils étaient là pour faire les bases œuvres de l'armée. Et ce sont, peut-être c'est ça qui est compliqué à comprendre, leur ancrage régional, c'est une force qui vient du Darfour. Voilà. C'est une force dont l'ancrage, on va dire, identitaire, régional, est au Darfour. Donc, elle va servir dans le conflit du Darfour, elle va aujourd'hui servir ses intérêts pour gagner le pouvoir, mais aussi en étant une force issue d'une région marginalisée. Voilà. Donc, pour revenir au déroulé du conflit, peut-être, quand le conflit éclate, on sentait bien en fait cette tension monter entre ces deux forces qui étaient amenées à gouverner ensemble, tension qui devenait de plus en plus importante, sans pour autant, c'est-à-dire que quand le conflit éclate, ça a quand même été une surprise, et surtout ça a été une surprise que ça éclate à Khartoum, c'est-à-dire que le Soudan, il y a toujours eu des guerres, mais à Khartoum, on vivait bien. À Khartoum, la guerre était loin. À Khartoum, le conflit du Sud, ça ne faisait pas, ça ne remplissait pas les salles. Hein. Le conflit du Darfour, pas plus. C'est loin, en fait. C'est un immense pays. Donc, en fait, quand tout d'un coup, Khartoum se retrouve, les épisodes finalement de violence armée à Khartoum, il y en a eu très peu. Il y a eu un épisode en 2008 où des rebelles darfouris ont gagné la capitale, mais ça a été très rapidement repris en main par le régime. Et donc il y a une espèce de stupeur, stupeur à la fois des Khartoumois et donc de l'élite soudanaise. L'idée peut-être au début aussi que ça ne va pas durer. Or, ça dure et que ça allait être rapidement balayé. Et puis une stupeur aussi que finalement, en fait, Hemiti, ce paramilitaire, a lui aussi usé des mêmes relations avec l'État pour construire son pouvoir économique. Et il a, pour la première fois, vous avez une force paramilitaire, il a une ambition politique. Il veut gagner le centre, il veut diriger, et il a une ambition, il a l'intention d'en être. Et il attaque, et il s'en prend donc au centre du pouvoir, et il s'en prend aux quartiers centraux de Khartoum. Donc il y a aussi une stupeur de tous les acteurs internationaux. Hein. Et tout à l'heure, je parlais de la faiblesse en fait, des articles. C'est aussi qu'en fait, le 15 avril, toutes les ambassades vont fermer. En fait, l'ambassade de France, le 28 avril ou le 23 avril, ils sont évacués. C'est le cas de à peu près tous les journalistes. Donc, il n'y a pas non plus de couverture. En fait, il n'y a pas de gens qui couvrent le conflit. Ce qui explique aussi ça. Donc... les ambassades, donc tous les personnels internationaux, comme on dit, quittent le Khartoum assez rapidement, dans le mois qui va suivre le début du conflit, laissant finalement la population en proie aux exactions des deux groupes. Et très rapidement, alors les forces en présence, finalement, on l'a peut-être pas assez dit, mais en fait, c'est quasiment... Au moment où Hemiti, où la guerre éclate, il a recruté massivement. Donc en fait, l'armée et Hemiti en termes d'hommes, c'est quasiment équivalent. On dit que les deux, les forces régulières et les forces miliciennes, c'est 100 000 hommes, à peu près. Donc très rapidement, finalement, des difficultés. L'armée va se trouver face à des difficultés pour
se battre en milieu urbain, en fait. Et elle n'a comme avantage, comme habituellement, que la maîtrise finalement des airs. Et donc, elle va l'utiliser, en fait, mais en l'utilisant, elle va de fait bombarder aussi les populations. Donc, on a enfin, voilà, des combats à l'arme lourde à Khartoum qui laissent finalement les populations soit soumises au bombardement, soit soumises aux exactions des RSF qui assez rapidement, c'est-à-dire que pendant un moment, en fait, les populations, au départ, elles étaient vraiment neutres, c'est-à-dire ne prenant pas part au conflit, c'est un peu être coincé entre la peste et le choléra, hein, voilà, donc ne prenant pas de position, mais très rapidement, en fait, des deux côtés, elles vont être soumises à une forte pression des pillages. Donc de ce point de vue-là, les RSF, Emiti aurait pu tenir ces hommes. Hein. Bon, il ne les a pas tenus. Est-ce que c'est parce que ça lui a échappé ou est-ce que c'est volontaire? Mais même à Khartoum, il y a eu des pillages, il y a eu des exactions, il y a eu des viols, et que ça continue. Donc une fuite massive en fait des populations. Tout d'abord dans des régions centrales, proches, encore safe. Donc on fuit Khartoum par tous les moyens et un embrasement qui va très rapidement voir le jour au Darfour. Alors, je ne sais pas, juste pour vous montrer où est le Darfour, hein, mais voilà, c'est toute la partie occidentale en fait. Et un embrasement au Darfour qui est très rapide, qui va se faire sur des modalités ethniques qu'on avait déjà vues pendant les 20 ans de guerre auparavant. Et donc cette force RSF et ses alliés régionaux, on va dire, sur des clivages population arabe, population non arabe, va ressurgir à l'occasion, on va dire, de cette guerre, avec des crimes de masse qui, aujourd'hui, alors les rapports sont en cours de... Parce que comme il y a très peu de personnels internationaux et plus grand monde au Darfour pour voir ce qui s'y passe, les rapports tardent un petit peu à venir, mais avec des crimes de masse, notamment dans l'ouest Darfour, c'est-à-dire cette région qui est tout à côté de la frontière tchadienne, hein, et notamment dans la ville d'El Djenena, avec un ciblage ethnique systématique d'une population en particulier, d'un groupe qui s'appelle les Massalites, qui vont être plus largement visés. Et avec, on parle aujourd'hui, le rapport des Nations Unies qui tente à venir bientôt, on parle plutôt de 10 à 15 000 morts sur cette attaque à Djenena et sur celle d'Ardamata, où on retrouve le ciblage ethnique des populations massalites. Donc, en fait, on va avoir, et c'est peut-être une des différences avec les autres pays qu'on a évoqués, hein, c'est-à-dire qu'un conflit qui n'était pas réglé depuis 20 ans, une armée qui, de toute façon, pour régler ce conflit, comptait sur une force paramilitaire qui est partie prenante des relations au sein de cette région, donc dans lequel, en fait, l'armée et les forces régulières, elles sont extrêmement faibles, on va dire, sur le plan militaire au Darfour. Et du coup, l'armée va se retrouver en difficulté très rapidement à Khartoum et aussi au Darfour, donc dans tout l'ouest du pays, avec un scénario plus ou moins catastrophe d'un pays coupé en deux, avec d'un côté le Darfour sous contrôle RSF, Khartoum,
Alors ça, ils vont avoir plus de mal, les forces régulières, on va dire, vont avoir plus de mal à lâcher Khartoum que le Darfour. Et puis les RSF qui continuent leur progression, y compris dans une région très centrale, très importante pour le Soudan, qui est la région qui est comprise entre les deux Nils. Je pense qu'on la voit mieux sur l'autre, qui est juste au sud de Khartoum, qui est compris entre le Nil bleu et le Nil blanc, et dans lequel vous avez toute une économie relativement importante agricole. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de savoir où ça en est. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Depuis quelques temps, on va dire 1 à 2 semaines, l'armée a l'air de se refaire un petit peu, notamment à Khartoum. Mais ça a quelque chose d'assez inquiétant, et c'est là-dessus qu'on voulait revenir, sur le fait qu'en fait, finalement, l'armée régulière va, devant l'adversité, demander aux civils de s'armer et armer les civils. Donc de la même façon qu'au Darfour, vous avez la résurgence de conflits ethniques chez des groupes qui sont armés de longue date, eh bien, dans le reste du Soudan, on va avoir l'émergence de la crainte d'un conflit finalement vraiment civil, avec de plus en plus de populations qui s'arment, et qui s'arment en plus dans une opposition face à un groupe paramilitaire qui est vu comme darfouri. Donc qui recoupe en plus des clivages de classes ethniques, etc., entre un centre, une élite soudanaise, nord-soudanaise, et une périphérie voilà, de tout le temps stigmatisée. Je voulais juste insister peut-être sur les conséquences, parce qu'on en parle peu, hein, et que le Soudan, c'est quand même plus de 40 millions de personnes. Hein. Donc il y a presque 8 millions de personnes qui sont aujourd'hui déplacées, qui trouvent refuge à la fois dans les pays limitrophes, mais qui sont aussi déplacés à l'intérieur du pays. On est dans un contexte assez nouveau où, en fait, les infrastructures de santé ont été particulièrement visées par les deux forces. Parce que, d'une part, les médecins et le syndicat des médecins font partie des forces civiles très actives, mais aussi parce que des deux côtés, les forces ont besoin de médecins pour soigner leurs blessés. Donc, avec une destruction catastrophique des structures de santé, je crois que c'est 1 sur 10 qui fonctionne, un effondrement du système bancaire, c'est-à-dire que c'était déjà compliqué parce que le Soudan est déjà au banc de la communauté internationale de longue date, mais aujourd'hui, pour faire un transfert au Soudan, c'est très compliqué, y compris quand vous êtes chercheuse sur le Soudan, si vous voulez faire une cagnotte, vous avez 1 chance sur 2 qu'on vous arbitrairement qu'on vous la ferme. Hein. Donc, effondrement du système bancaire, tout ça, en fait, ça va compliquer aussi l'intervention humanitaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas transférer de fonds, dans un contexte où c'est extrêmement délicat, puisque, et ça, je pense qu'on n'insiste pas assez, c'est-à-dire que les forces armées, les forces régulières demandent aux grandes ONG internationales qui seraient en capacité d'intervenir, de ne pas intervenir en zone contrôlée par les RSF. Ce qui veut dire que, en fait, tout le Darfour, où vous avez une population extrêmement dans le besoin, sous prétexte, donc les forces armées vont demander aussi la fermeture de la frontière tchadienne, sous prétexte que les rebelles s'arment via le Tchad, mais empêchent l'aide d'arriver via Port-Soudan. Donc en fait, toute la région du Darfour est en vase clos, avec une région qui est particulièrement en difficulté sur le plan des récoltes, hein, puisque pas grand monde va aller planter quand il y a des problèmes de sécurité, hein, et une région qui a toujours été soumise à un équilibre environnemental particulièrement fragile. Donc, on a aussi, je crois que c'est plus de 16 millions de Soudanais qui sont aujourd'hui menacés, je sais plus comment ils appellent, mais c'est qui sont sous tension en matière de malnutrition. Donc, on est dans une situation très catastrophique,
dont il faudrait peut-être plus parler. Voilà. Merci Alice. C'est ce qu'on va continuer à faire en donnant la parole donc à Aroub Al-Faki, qui va nous parler en ligne, et ça va être traduit par Nadia. Elle est en ligne, c'est bon? I'm very sorry that I don't speak French yet. I do understand most of what has been spoken, but I'm still unable to speak in French. Thank you for having me. I wish I could join you in person, but I'm very happy to join online. This is Aroub Al-Amin. I'm a student now at Tagwit, as you already know, and I'm working I've been working since 2018 with local resistance committees and also local feminist groups in Khartoum, in Sudan. And yeah, I just want to shed the light on what has been going since that time up to now. Perfect. So I'm just gonna... Donc elle travaille depuis 2018 avec des groupes locaux et spécialement des groupes féministes au Soudan. Et donc ce qu'elle va faire aujourd'hui, c'est partager la vie quotidienne au Soudan de ces femmes et de ces hommes. I just want to before I start to express my solidarity with the groups that I are still in Sudan, and those who are now scattered everywhere on the desert of Libya, in the frontier with Chad, on the way to Egypt, on the way to Ethiopia, and those who are fleeing to South Sudan, and also those who are inside the country. Mm-hmm. Elle exprime sa solidarité tout d'abord avec les groupes au Soudan qui sont dispersés tout autour, notamment vers la Libye, la frontière avec le Tchad, en route vers l'Égypte et l'Éthiopie, avec ceux aussi qui sont en train de se déplacer à l'intérieur du pays, les IDP, les déplacés internes. And I guess the biggest loss, I would say, among others, that we lost on this conflict was to dismantle the power of the group that these groups were having before the war took place. And the other thing is, I also want to argue that what is going on in Sudan now since April 2023 is actually a continuation or a disconnect, let's say, with the revolution of 2018. But in order to understand what is going on now, it's very important to have this link in mind and to understand that this war was like a final stone that has been thrown to stop the democratic bus in Sudan. Mm-hmm. Donc, tout d'abord, elle va aussi parler de ceux qui ont été perdus, qui sont décédés de ce conflit depuis l'année dernière, causé par les combats entre les différents groupes. Et elle souligne, comme vous le faisiez dans votre introduction, que ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, c'est pas un élément comme ça déconnecté, c'est plutôt une continuation de la révolution de 2018, et que pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, il faut garder ce lien à l'esprit. Il faut voir ça comme le dernier élément, la pierre finale pour faire tomber le processus démocratique au Soudan. So just to give you an example, and I'm not saying that the resistance committees or what is currently known as the emergency rooms are the one and only grassroots networks that are working on humanitarian aid in Sudan, but they are the most systemic and long-standing ones that have been have been invisibilized for a while, and they continue to work despite of the lack of support internationally and also internally in Sudan. Mm-hmm. Alors, elle parle surtout des réseaux de base, en fait, des groupes locaux, des acteurs sur le terrain qui justement œuvrent à contenir cette situation humanitaire au Soudan, qui pourtant sont très petits, qui sont rendus invisibles à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, mais qui, malgré cet anonymat, en fait, continuent à travailler sur place.
So basically, after fighting peacefully for 5 years and calling for achieving and sustaining peace and for establishing a consolidating rule of law and inclusive citizen-centered state, establishing a solid path for democratization, things went on an overwhelmingly opposite direction. Where we see grassroots groups who have been, demonstrating on the streets, calling for ousting the system of the Muslim Brotherhood regime in Sudan, and fighting for fair political participation, especially for women and youth, since 2019, are now seeking, opportunities just to survive and to keep giving the minimum out of this, which is living, basically. Mmh. Donc elle explique qu'après avoir combattu de manière pacifique pendant 5 ans dans une tentative d'instaurer, de maintenir la paix, l'état de droit et une citoyenneté et un système inclusif et démocratique pour démocratiser le Soudan, les choses ont aujourd'hui pris une direction qui est radicalement différente. Ces groupes dont elle parlait avant, ces groupes locaux qui avant manifestaient dans la rue pour des élections libres, inclusives, une participation politique équitable pour les femmes notamment, aujourd'hui en fait sont réduits simplement à demander des droits fondamentaux, un accès à des besoins de première nécessité. Donc il y a eu un changement radical sur ce point-là. Since 2013, there was a massive demonstrations against the regime of Bashir for economic reasons, basically, but among others. And these demonstrations have been suppressed very harshly and led to massive oppression, in terms of forms of oppression and so on. And this has drawn a lesson, I guess, to the local young people who have been demonstrating to start establishing more horizontal groups with invisible leadership, because the visible leadership would be easily targeted. And so as to escape the regime repression, and to capture much more access to freedom of expression, there has to be an invisibilized leadership with a horizontal body. Mm-hmm. Elle explique qu'en 2013, il y a eu des manifestations massives contre le régime pour des raisons économiques, mais aussi pour d'autres raisons. Et en réponse à cela, il y a eu une répression très dure, très forte, une oppression massive. Et donc cet élément, en 2013, a été une leçon pour les activistes, les militants, les jeunes, qui maintenant ont compris en fait que pour essayer d'échapper justement à cette répression très rigoureuse, il faut avoir un leadership qui est invisible, qui est anonyme en fait, pour ne pas se faire remarquer. Et donc, ils vont mettre en place des groupes, des associations beaucoup plus horizontales, où il n'y a pas seulement une figure qui est remarquable et donc remarquée par le système qu'ils remettent en cause. Et donc, aujourd'hui, c'est le nouveau mode opératoire de ces groupes-là. And this group became like a substitute, let's say, to the working class that used to take up the role of the trade unions in earlier uprising in Sudan, 1964 and 1985. Resistance committees formed such a grassroots base for what has been formerly known, and Clément mentioned, the Sudanese Professional Association. And they started to pass on their messages received from the SPA, or the Sudanese Professional Association, through social media to wider networks of young people who has nothing to do in normal times with politics. The main... I stop. Yeah, thanks. Donc, se sont créés en conséquence à tout cela des comités de résistance qui viennent toujours en fait du bas vers le haut. C'est comme ça que tout se construit, et qui sont sous le nom du Sudanese Professional Association, association professionnelle soudanaise, et qui vont donc transmettre des messages politiques à un public très large, à un réseau très large, et notamment des jeunes qui disent en fait n'ont pas grand chose à faire, qui ne sont pas forcément qui ne font pas nécessairement partie de ces groupes-là, mais qui vont être le public cible
de ces comités de résistance. And the main players or actors, among others, were, young people who have been actually, most of them received, like me, Islamic socialization and never voted in their life because they have been born under the Bashir regime, after 1989. But they have been at least took the possibility of get some education and also to access to internet, having much more globalized exposure to different mentalities, and this has played a role in creating, let's say, more creative tactics of resistance compared to what has been historically known by opposing political parties in Sudan. Mm-hmm. Elle explique donc que les principaux joueurs, acteurs aujourd'hui de cet activisme, de cette résistance, sont des jeunes. Des jeunes qui, comme elle, ont reçu une socialisation qui est fondamentalement islamique. Ils sont nés dans une époque après 89, donc forcément sous le régime de Bachir. Et donc, malgré cette socialisation, ils ont eu quand même accès à une certaine éducation, accès à Internet avec la globalisation, pour pouvoir côtoyer de nouvelles idées. Et donc, aujourd'hui, ces jeunes, comme elle, jouent un rôle massif dans la création et la mise en œuvre de nouvelles techniques de résistance qui n'ont pas de précédent en fait dans l'histoire du Soudan. And the other component was basically women, which have been for a long time angered by the Islamist focus on them, on their body, on their behavior, on what they can wear and how they can behave. So through this regime, civilization project, what is called civilization project, Muslim project, for disciplinary legislation that has been directly affecting and targeting women. So they had higher level of anger that led them actually to participate. Most of them also have, diplomas much higher than a secondary school education, but very poor job prospects. And they were increasingly drawn to working on civil society organizations because they cannot compete really on the public sector. And this has also impacted their awareness. Mm-hmm. Elle parle maintenant des femmes qui sont une composante essentielle dans la société civile soudanaise, des femmes qui ont été longtemps minimisées, marginalisées et considérées uniquement sous des angles de réification sur leur corps, leur manière d'être, de s'habiller, de se présenter, etc. Et donc, elle explique qu'il y a un niveau de colère, de ressentiment qui est très élevé et qui va donc les pousser à participer auprès de la société civile. Elle explique aussi que la plupart d'entre elles sont diplômées, elles ont des diplômes bien supérieurs à ceux d'un enseignement secondaire. Pourtant, leurs perspectives d'emploi sont très faibles. Dans la compétition, dans le secteur public, elles sont toujours mises à l'écart, ce qui va donc contribuer aussi à les pousser vers la société civile pour travailler dans le milieu associatif, résistant, etc., et pas forcément dans un marché public comme celui qui est plutôt réservé aux hommes. Another interesting to mention was what is called the Arab Uprising, which was going just in Egypt, north of Sudan, plus the one in Tunisia one day, and all going on in the time of 2010 to 2013. Accompanying to the demonstrations that started to take place in Sudan. And during this period, the regime of Bashir has publicly talked about what is called the shadow battalions, which are basically groups of young people, usually armed and used to protect the regime right up from any demonstrations, although they don't have anything to do with security forces, but kind of regime supporters, violent regime supporters. Elle parle ensuite des printemps arabes, des révoltes arabes de 2011, notamment celles qui ont lieu en Égypte et donc qui logiquement ont découlé vers le Soudan. Et donc cela a aussi alimenté le sentiment de frustration, de remise en cause qu'il y avait au Soudan et donc qui ont contribué aux manifestations sur place. Et donc en réponse à ces manifestations,
importés de l'Égypte, le régime de Bachir a publiquement parlé de bataillons de l'ombre, donc de jeunes déployés pour protéger le régime contre toute manifestation, contre toute remise en cause de son pouvoir, de son action, etc. Et c'était des bataillons aussi, des groupes très violents, armés et très, pas juste agressifs, mais violents. And the youth and women has responded with what we might call shadow structures, what has been later called the resistance committees. And the name itself has came from a counter naming to what has been called the popular committees, which are basically grassroots local committees formed by the regime for the welfare of the regime. Mm-hmm. Et donc, ces structures de l'ombre, shadow structures, qui opèrent pour le régime, vont s'opposer aux comités populaires, donc ces comités de résistance dont elle parlait avant. Et donc, on voit une opposition très claire entre les structures pour le régime et les structures qui viennent du bas pour la population. While fighting against, the regime of Bashir, and after that fighting during the transitional period from 2019 until 2021, the resistance committees managed to adopt political, yet non-partisan political positions, which was quite new to the political arena of Sudan, to have a political stand that is not coming from a party, or at least to have a political wing to some party. Donc, dans cette période de transition, la chute du régime de Bachir 2019-2021, il y a eu l'émergence d'un nouveau phénomène politique, donc des prises de position politiques de la population, mais qui sont non partisanes. Donc c'est la première fois que donc des hommes et des femmes avaient exprimé des opinions politiques sans pour autant adhérer ou à se rattacher à un mouvement ou à un parti politique. Et ça, c'est nouveau dans la structure politique du pays. And also to erase the gap between, political resistance and social change, and also community service, and to work on these different roles on the same time, guarding the revolution on one hand, creating much more, work in terms of community solidarity, social change, supporting women's groups, protecting the environment, and also to provide some sort of a community service in terms of daily needs. Mm-hmm. This has also something new compared to the local committees that we are more familiar with. Mm-hmm. Elle explique ensuite un autre phénomène nouveau, maintenant d'un point de vue plus social, un travail d'intérêt général, ce qu'elle traduit par community service, service à la communauté, donc un sentiment de solidarité au sein de la population, un sentiment qui va se traduire dans des actions plus concrètes, qui œuvrent pour le changement social, mais aussi la protection des populations, le soutien aux plus fragiles, mais aussi la protection de l'environnement et d'autres questions sociales qui touchent directement la population. However, we witness that when the civil government has been formed in Sudan in 2019, there has been a growing distrust among popular committees in the performance of the transitional government, and also on the international community, where we started to see more, political compromises that are, diverging from the path of the revolution. And here we see how the resistance committees started to take, more independent, but also more radical political position compared to what has been, available on a macro level of politics. Mm-hmm. Elle parle donc d'une rupture, encore une fois, en 2019, lorsque le gouvernement civil est formé. Et donc ici, il y a une rupture d'un point de vue social au niveau de la population, une méfiance croissante dans la performance et la capacité, la légitimité de ce gouvernement de transition, une méfiance aussi vers la communauté internationale et de plus en plus de divergences dans les compromis politiques qui peuvent être trouvés, dans les voies de sortie en fait de cette crise. Et donc, en conséquence à cela, en 2019, on voit aussi des prises de position de la population qui peuvent être de plus en plus radicales.
And after this, in 2021, end of it, the coup d'etat took place in Sudan, and it widened the gap for democratization of the country, but also the gap of the possibilities of having a compromised political deal between the army and the civilian politicians. Mhm. Et donc évidemment, après le coup d'État au Soudan, les perspectives de démocratie, de démocratisation et de compromis politique ont été considérablement réduites, et il y a eu cette perception généralisée auprès de la population. Merci. On va peut-être, je ne vais pas l'interrompre, s'il y a encore des choses à dire, mais le temps passe et il faudrait qu'on puisse passer un peu la parole à ceux qui sont ici ou ceux qui sont en ligne. Aroub, thank you, of course, so much for everything you've been saying. Since we're running a bit short on time, maybe we could take some questions from our public, and if that's okay with you. Yeah. Thanks. Thanks a lot. On va passer à quelques questions ici d'abord et puis en ligne, enfin, comme ça viendra. Donc voilà, la parole est à vous. Merci pour cette intervention, c'était passionnant. Et justement, par rapport à ce que vous disiez au début, alors, dans mon cas, je travaille sur la Libye. Et en fait, je travaille plus spécifiquement sur la reconfiguration des élites de l'ancien régime dans la transition depuis la Révolution. Donc ça fait particulièrement écho à ce que j'étudie. Et notamment aussi avec les anciens membres des forces armées, avec Haftar, et le lien qu'il a entretenu avec les RSF dans le cas du conflit au Soudan. Et voilà, alors juste, je me posais la question, vous avez parlé énormément des anciens du régime au niveau des forces armées et de leur retour et de leur reprise du pouvoir, mais est-ce qu'on a observé aussi un retour des membres de l'ancien parti politique et si oui, de quelle façon est-ce qu'ils se sont reconfigurés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des prises de position au niveau de la justice transitionnelle pour les exclure totalement de la vie politique ou pas? Et voilà. Bon, je vais prendre plusieurs questions. Oui, je vais prendre la parole rapidement, peut-être après les autres pourront compléter. En fait, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le régime implose, les reconfigurations elles sont multiples. Il y a des réseaux différents qui vont se remobiliser pour essayer de défendre le régime ou de se repositionner à l'intérieur. Donc c'est assez complexe, ça peut être ambivalent. Néanmoins, il y a plusieurs périodes. Il y a une période où on fait le dos rond pendant un moment, pendant la transition. Il y a un comité de purge qui est mis en place pendant la Révolution qui cible les actes de corruption et ceux qui ont bénéficié de promotion dans la fonction publique durant les années 90-2000 s'ils étaient affiliés au parti au pouvoir. Et donc ces gens-là ont été ciblés. Il y a 7000 fonctionnaires qui sont licenciés pendant les 2 ans à peu près, et notamment beaucoup dans la diplomatie, dans la justice, dans un certain nombre d'institutions assez importantes et régaliennes. La plupart de alors il y a tout un conflit illégal sur la manière dont ça s'est fait. Quasiment l'ensemble de ces personnes sont réinstallées après le coup d'État en 2021. Alors pas tous, c'est-à-dire que pour faire semblant de pas avoir un retour complet à l'ancien régime, les personnalités les plus haut placées, les plus publiques, les plus connues par la population soudanaise ont elles pas été remises en place. Mais quand même, quasiment massivement, je crois que le meilleur exemple, c'est la diplomatie. Il y a eu 140 diplomates d'exclus et il y en a 120 qui sont réinstallés après le coup d'État. Donc on est vraiment sur des proportions qui sont assez importantes. Et l'ensemble des personnes qui avaient été nommées pendant la transition en remplacement des personnes purgées ont, elles, été de nouveau licenciées, exclues du pouvoir. Donc on a vraiment une tentative, en tout cas, de reprise en main. Mais après, ces personnes qui étaient membres du NCP ou pas, le NCP ayant été dissous et étant lieu de lutte de pouvoir entre différents réseaux issus du mouvement islamique soudanais, ces personnes n'ont pas nécessairement les mêmes allégeances. Ça ne fait pas forcément un bloc uni, mais néanmoins, ils reviennent. Voilà, pour être assez concis. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question sur le vol international que vous n'avez pas du tout évoqué, mais il y a plusieurs acteurs, je pense, qui méritent d'être notés. D'abord les Émirats Arabes Unis, je crois qu'ils soutiennent vraiment de manière très forte les forces de Hemeti.
D'autre part, il y a, je crois que l'Égypte soutient plutôt l'armée de Al-Burhan. La Turquie, je crois que c'est proposé comme médiateur. Donc, comprendre un peu le rôle aussi de la Turquie. Et aussi sur le voisin tchadien. En ce moment, au Tchad, il y a une sorte de purge en fait des Sahraouis. Je voulais comprendre un peu quel était le rôle des Sahraouis côté soudanais et comment ça se reconfigurait en fait des deux côtés au niveau de la frontière en fait quoi. Pour comprendre les relations entre les relations le rôle du Tchad un petit peu dans la guerre et quelles peuvent être les implications de la guerre pour le Tchad. Donc oui, on a un peu volontairement écarté les questions de soutien en fait parce que parmi les rares sujets qui intéressent ici, c'est les soutiens de Wagner, des Ukrainiens parce qu'il y a eu des drones ukrainiens aussi. Donc voilà, les rares sujets qui intéressent sur le Soudan et la guerre au Soudan, c'est en général les soutiens. Donc on voulait vous montrer, bien sûr il y a des soutiens et notamment quand les guerres durent, il y a toujours des soutiens. Il y en a eu au départ, mais en fait, c'est quand même un conflit qui est sur une base très locale, en fait. En tout cas, les raisons du conflit, les racines du conflit sont très locales, même si ensuite, évidemment, il y a un certain nombre d'acteurs qui va prendre position, soutenir plus largement un camp que l'autre. Donc, vous avez cité il y a beaucoup de. Le Soudan, il est aussi connu pour pouvoir retourner sa veste. Donc, 30 ans de régime de Béchir, c'est-à-dire qu'ils ont largement pioché aussi bien en Iran que en Arabie Saoudite, qu'aux Émirats. Ils n'ont pas trop de problèmes à tenter d'attirer les soutiens partout. Donc ça leur pose pas de soucis. Mais en gros, les Émirats, oui, vous avez raison, soutiennent plus largement Hemeti. Et pour on va dire les alliés un peu sûrs, l'Égypte soutient essentiellement les forces armées régulières. C'est plus complexe pour le Tchad. Parce que les configurations sont très opposées en fait entre personnes au pouvoir et personnes au Soudan et au Tchad. Je te laisse le Tchad. Sur le Tchad, c'est un peu plus complexe. Alors déjà, il n'y a pas de purge des Sahraouis au Tchad. Le Mahamat Kaka Déby est Sahraoui quand même. Donc, c'est pas vraiment une purge. Il y a des renouvellements dynastiques et l'écartement. On écarte un certain nombre de vieux acteurs pour les remplacer par la génération suivante. Essentiellement de Sahraouis aussi, donc c'est pas voilà. Par contre, ce qui se passe au Darfour, les Sahraouis du Darfour, voilà, il y a une connexion historique. Les guerres civiles des deux pays se sont nourries des guerres civiles frontalières, donc ça, évidemment, il y a un impact. Aujourd'hui, le régime tchadien, au début, avait une méfiance assez importante envers Hemeti. Il semble qu'il y ait eu un renversement et qu'ils aient laissé transiter notamment les Émirats arabes unis, les armements et le fuel venant de Libye par leur territoire vers les RSF. Néanmoins, il s'agit aussi potentiellement de choses qui permettent de maintenir la paix dans le nord Darfour, où il y a beaucoup de Sahraouis et justement qui est très peu touché par la guerre. Donc il y a potentiellement aussi des choses à prendre en compte de ce côté-là. Après, je suis pas dans les petits papiers de la dynastie Déby. Donc voilà, mais il faut prendre en compte ces choses. Et surtout, juste pour appuyer ce qu'a dit Alice, je pense que les sponsors internationaux existent, ils arment, ils permettent de maintenir une sorte d'équilibre des forces. Par contre, il n'y a aucun acteur international qui jette vraiment toutes ces forces derrière un des deux acteurs. Même l'Égypte ne fournit pas des tonnes de tanks et de matériel militaire, et ni les Émirats arabes unis pour les RSF. Parce que si c'était le cas, il y aurait vraiment des changements dans les équilibres de pouvoir. Ce sont des soutiens, il y a des investissements, il y a pour protéger un certain nombre d'accords de partenaires, mais ça reste quand même quelque chose qui est d'une ampleur relativement limitée. Vous avez parlé d'une captation par les forces en présence des ressources, notamment dans la région des deux Nils. Qu'en est-il aujourd'hui, et notamment au niveau de l'agriculture ? Ok, donc pour le
En fait, la captation des ressources, elle est assez généralisée par les forces au pouvoir au Soudan en général, pas uniquement dans la région des deux Nils, mais effectivement, il y a tout un enjeu qui est plus large que cette région de la Gézira sur la vente de terre, sur la mise en culture et on va dire le redémarrage des grands projets irrigués. Le Soudan devait être le grenier de blé du monde arabe dans les années 70, ça a échoué. Mais en tout cas, il y a beaucoup de terre et il y a beaucoup de potentiel. Voilà. Mais bon, en ce moment, on est plutôt dans comment sauver les quelques denrées agricoles. Par exemple, il y aurait des questions, j'ai pas de réponse, mais il paraît, voilà, le cheptel continue d'être exporté vers l'Arabie Saoudite. Est-ce que la gomme arabique, dont la France, par exemple, est un des acheteurs principaux, continue de s'exporter? Par quelle route elle transite? Il y a plein de questions comme ça qui sont encore en jachère, à venir. I think Alice knows more on this, but for me, this war is also on resources and on food. And what is going on now, especially in the Jazeera region, which is exactly between the two Niles, is basically it's not a conflict on land. It's also on the available resources and the food that has been harvesting during the last year. So for me, it's very much relevant to the current situation, and I think ignoring this would actually lead to more simplified understanding to the status quo of the war in Sudan. Donc tout à fait, c'est la question des ressources et de l'accès à la nourriture est fondamentale dans le conflit, notamment dans la région d'Al Jazeera. Donc c'est pas seulement un conflit territorial, c'est aussi un conflit qu'il faut comprendre en termes de ressources agricoles qui s'est particulièrement intensifié l'année dernière. Et donc voir le conflit seulement sous l'angle de bataille territoriale ou militaire, c'est réducteur. Il faut aussi prendre en compte l'élément des ressources, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé des groupes de résistance civile dans la période qui précède la guerre. Et effectivement, de loin, on a l'impression qu'il y a justement ces deux groupes militaires très militarisés qui se battent. Et que du coup, est-ce que ces groupes de résistance civile, comme j'ai cru le comprendre en fait dans vos différentes interventions, continuent d'avoir une forme d'existence et d'action, et également, dans la mesure où vous avez également dit, et c'est entendu que l'armée armait des civils, lesquels et comment ces mêmes civils s'emparent justement, se militarisent. Est-ce qu'ils le font selon les lignes de l'armée ou selon d'autres lignes qui leur sont propres? Et est-ce que justement ces groupes de résistance civile sont quelque part dans ce réarmement? Merci beaucoup. Yeah, I think I took more time on explaining what the resistance committees are, that I had no time to tell you that the resistance committees has later formed what is called the emergency rooms in Sudan since this war started in last year. And the emergency rooms has been working on the ground basically as grassroots humanitarian aid groups. They work on evacuation of civilians, they do medication, they do also food, they cook, and they also deliver local food. They work also on documentations because we have an information vacuum now in Sudan with the lack of internet and everything, so we rely on the data that they give us. They work also in saving the environment because they bury the dead bodies that has been thrown by the war everywhere. And they keep, keeping the life continuing in red zones like Khartoum. So basically, the resistance committees have given birth to something wider, more grassrooted, called the emergency rooms.
They are not the only actors, but they are the most, let's say, the one who organizers, basically, to organize these rooms. Donc évidemment, je pense qu'elle allait peut-être y venir dans sa présentation. On a été coupé par le temps. Donc oui, tout à fait. Ces comités de résistance, en fait, ont donné lieu sur place à des actions très larges humanitaires qui, oui, brassent très large, évacuation de civils, préparation et livraison de nourriture. Et c'est en fait aussi ces groupes-là qui vont transmettre des données, des informations aux personnes qui ne sont pas sur place, parce que l'accès à Internet est très mauvais et aux données sur place. Ils mènent aussi des actions humanitaires, environnementales sur le terrain, par exemple enterrer les cadavres sur place, et ils restent aussi actifs dans des zones rouges plus dangereuses. Et donc ils ont donné naissance à quelque chose de très large et opérationnel sur le terrain. Et il n'y a pas forcément eu de réponse sur la question de l'armement et s'il est And just to add one more thing, which is the militarization of these groups now in the war, which is a very debatable issue. Basically, there has been a big aligning with the RSF groups, and this aligning till now was characterized by being ethnic based on some time or interest based on the other. The interest is basically on economic resources, looting, devices, and so on, among others. I mean, this is a very simple idea over what is going on in the ground. On the other hand, we see some groups of resistance committees members who have been joining individually the SAF, the Sudanese armed forces, voluntary, to fight against the RSF. The problem is, this is not because they are aligning with the ideology of the SAF. It is basically a protection mechanism toward the human rights violations that has been taken by the RSF further. And the mistaken understanding of this aligning as just picking one of the two fighting sides is not helpful. Mm-hmm. The other thing is that to some extent these groups have been fighting peacefully for 5 years or more. It is not easy for them to get armed, but this is the last option that they have at the moment. And the choice was personal. It was not based on a network. You don't see a whole group of network joining, but it was an individual. This individual choice was made across different actors, the sense of risk that they are facing, the violations that they're witnessing, their culture, and so on. But there is no, solid political position among resistance committees to join. Actually, neutralization was the position. It is like this, officially until the moment. Personal decisions of joining the military was not the case, was not generalized case. Mm-hmm. Donc la question de la militarisation est évidemment sujette à débat. De manière générale, il y a eu un grand alignement avec les forces de soutien et jusqu'à présent, ça a été caractérisé comme un alignement qui s'est fait sur des lignes ethniques, mais aussi pour des raisons d'intérêt, notamment des intérêts économiques pour les ressources, comme on en parlait avant. Il y a eu aussi certains membres de ces comités de résistance qui ont rejoint les forces armées soudanaises, donc de l'autre côté, mais pas tant pour un alignement idéologique très fort, mais plutôt en réaction en fait aux violations contre des droits de l'homme qui ont été perpétrées de l'autre côté par les forces de soutien. Et donc, malgré ces deux alignements, ce serait assez réducteur de voir ces alignements déjà de manière généralisée et comme un camp qu'on choisit de manière idéologique. Elle parle aussi que c'est une question de choix personnel, qu'il n'y a pas non plus des dynamiques de choix généralisés où un comité décide de s'aligner avec un groupe et puis tout le monde les suit et suit cette dynamique-là. Donc c'est une question de choix personnel, il n'y a pas il n'y a pas de règle en fait universelle comme ça qu'on puisse ériger. Voilà. Merci. D'autres questions ? Alors juste avant, il y a une question en ligne. Du coup, mais je vous donne le micro après.
On comprend bien que les deux groupes armés contrôlent des pans entiers du territoire. Donc, comment s'organise la vie des populations civiles? Et est-ce qu'il y a des barrages de fortune installés sur les routes pour contrôler les entrées et les sorties, comme on peut l'observer avec des phénomènes de barrage, parfois péage ou pot de vin, dans d'autres régions? No, because I mean, roadblocks made completely by the civilians is not an easy task, you know, to do at the moment. Those who have been able to align with one of the two polarized groups have managed to at least do this in their own local areas. But, you know, one of the main challenges with the committees is that they are very horizontal. They don't have, you know, coordinating bodies on a higher level that keeps, you know, organizing their work. And although this is helpful on local base, but it's not helpful in terms of having, you know, a wider movement across the board. And so the other problem now is the security risk that they are facing. Basically, evacuating civilians to a hospital can be a crime or a threat by the staff, you know, threatening these people or accusing them for joining the other side of the coin, the RSF. And the vice versa is true. And so it is not easy for them to go this far because they will be attacked by one of the two. And the other thing is also now with the internet disconnection, they are more isolated than before. Donc, de manière générale, c'est plutôt difficile en fait d'ériger ces barrages pour la population sans forcément s'aligner avec l'un de ces deux groupes parce que ça demande énormément de ressources, savoir-faire, etc. Donc, ceux qui vont s'aligner avec l'un des deux vont pouvoir le faire, mais ça reste à niveau très local, puisque, comme on le disait au début, c'est des groupes ces groupes locaux de population sont très horizontaux, donc il n'y a pas de coordination de manière verticale qui puisse aider justement à la mise en œuvre de ces efforts-là. Et puis, il y a un risque, évidemment, sécuritaire qui est énorme de se faire attaquer, en fait, par l'autre camp, quoi qu'on fasse ou qu'on aille. Donc, ça rend assez difficile l'exportation. Ajouter quelque chose, c'est qu'il faut comprendre que la manière de contrôle des RSF ou de l'armée n'est pas égale sur tout le territoire, qu'en fait c'est un pays qui est extrêmement grand, où la guerre n'est pas présente partout de la même manière, où c'est pareil, la mobilisation des civils, quand on est à Dongola, à Port-Soudan, à Khartoum, etc., n'est pas la même, l'armement des civils n'est pas les mêmes, selon des logiques qui sont aussi locales. À des endroits, ça va être des commerçants qui vont armer les civils pour de l'autodéfense. À d'autres endroits, les civils vont rejoindre des camps de l'armée, bénéficier de l'entraînement et retourner dans leur village pour se protéger ou joindre l'armée. En fait, les dynamiques sont assez diverses en fonction des endroits, de l'acuité du conflit, et c'est la même chose pour l'administration ou pour la vie locale. C'est-à-dire que se déplacer au Darfour en ce moment est extrêmement compliqué. Se déplacer dans l'est du Soudan n'est pas du tout problématique. Donc voilà, les choses sont assez différentes, administrées différemment par les RSF et par l'armée, et en fonction de la violence et des périodes de violence. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a une grande fluidité et une grande différence entre les différents schémas locaux aussi de pouvoir. Merci. On prend une dernière question, et puis après on va... Je vous en prie, vous aviez sauté là. Merci beaucoup pour les exposés. Ma question porte sur le Darfour. Pourquoi la communauté massalite a-t-elle été en particulier visée? Est-ce qu'il y a une raison locale, une raison politique, une raison économique? Il y a plusieurs, enfin je pense qu'il y a une conjonction de facteurs assez complexes et sur lequel peut-être je vais vous présenter mes idées, mais je n'ai pas l'assurance que j'ai sur d'autres sujets. Mais du coup, il y a effectivement un ciblage assez important des Massalites, d'une part parce que c'est des populations qui ont déjà souffert, enfin il y a un conflit en route à l'échelle locale depuis 20 ans sur les répartitions, sur des locaux entre
on va dire, groupes arabes et massalites, hein, en cours depuis 20 ans, qui n'ont pas été résolus. C'est une première raison, parce que les massalites ont très tôt, dès le déclenchement de la guerre, plutôt choisi le côté des forces régulières, aussi parce que ces groupes paramilitaires arabes étaient assimilés aux Janjawids de la guerre précédemment. Donc ils ont pris position assez fortement. Donc ça en fait deux raisons, et puis peut-être parce que ils ont des terres importantes à Djenena, et sur le plan de l'accaparement des ressources, il y a ce conflit non soldé. Voilà. Non, peut-être le dernier point serait que pendant la Révolution, il y a des petits changements de pouvoir aussi à El Djenena, c'est-à-dire que le nouveau gouverneur est un massalite, et ça change les rapports de pouvoir locaux. Et les groupes arabes du secteur se sont sentis menacés aussi par cette reprise de pouvoir un peu des massalites qui pensaient avoir maté pendant les guerres auparavant. Et que c'est aussi un des éléments, au même titre que les autres, qui peut avoir expliqué le déchaînement de violence qui s'est déroulé à El Djenena en mai et juin dernier. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait sinon le tour. En tout cas, ça nous a permis d'avoir des éclairages vraiment tout à fait intéressants, passionnants. Et donc, je vous remercie tous. Thank you very much, Hello. Yeah, thank you for checking in online. Oui, merci. Et merci à vous tous. Merci. Merci.